15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble en direct avec mon invitée, comédienne, écrivaine française. Sarah Biasini vient nous voir pour la pièce L'Amant d'Harold Pinter, jouée avec Pierre Rochefort et Hugo Jazianski, dans une mise en scène de Thierry Harcourt au Théâtre de Paris et aussi pour son ouvrage Jouer l'Amant aux éditions Stock. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invitée et ce, en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Sarah Biasini. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui en direct sur l'antenne de Radio J. Je suis ravie de vous accueillir, de vous recevoir, sachant que je ne sais pas trop si c'est la première fois que vous venez à Radio J, mais a priori peut-être. Je crois, je ne sais plus à vrai dire. Je crois. On va tenter de savoir, si vous le voulez bien, dans cette émission, qui vous êtes aussi au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, on démarre toujours par le début, toujours le début. Sarah Biasini, je crois savoir que vous êtes née un 21 juillet dans les années 70 à Gassin, dans le Var. Vous êtes, comme tout le monde le sait, la fille de Daniel Biasini, attachée de presse, journaliste, et de la comédienne Romy Schneider. Ce qui m'amène forcément à vous demander, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Je dirais que j'ai eu une enfance dans laquelle j'ai été très aimée, très protégée. Une enfance forcément un petit peu bousculée par la mort de ma mère et la mort de mon frère. Mais voilà, j'ai senti tout de suite, même dès mon jeune âge, une famille qui se regroupe autour de moi. Vous écrivez dans votre livre Jouer l'Amant quelque chose que je trouve splendide. Vous dites « à mon père qui m'a appris à aimer ». Vous lui dédiez. Oui, parce que le temps passe et il faut dire aux gens qu'on les aime, ça c'est vrai, et il faut le dire fort. Et puis parce que il m'a aussi beaucoup encouragée pour ce livre. Et il m'a appris à m'aimer moi, là où je l'ai pas toujours écouté. Et puis il m'a appris à aimer en général, à aimer l'art, à me construire un œil. Je l'ai vu faire aussi, je l'ai vu m'aimer, je l'ai vu aimer sa famille, je l'ai vu aimer ses amis. Donc c'est en le regardant que j'ai appris à aimer. C'est vrai. Vous diriez que, on entend quelques bribes, mais vous diriez que vous étiez quel genre de petite fille ? Oh, j'étais je sais pas comment dire. Non, j'étais très libre, très, je pense, insouciante malgré tout, et en même temps très attentive, je pense. Je pense que j'avais une sensibilité assez surdéveloppée, forcément. Vous allez grandir dans une famille à la longue tradition artistique. Est-ce que ça a toujours été évident pour vous de suivre ces traces-là, de faire un métier, quoi qu'il en soit, artistique et pas autre chose, ou ça a été le fruit d'une longue réflexion plus tardive ? Non, je pense que j'allais faire un métier artistique, c'est sûr. Même si, alors, à un moment donné, c'est vrai que j'aurais énormément aimé restaurer des tableaux. Ouais. À un moment donné, j'ai fait de l'histoire de l'art et je rentre dans un musée comme dans une église ou comme dans un temple. Et donc, je suis très attachée à l'art pictural ou en général, voilà. Et mais c'est sûr que j'aurais pas pu être médecin, j'aurais pas pu être avocate. Voilà. Faire autre chose.
Oui, forcément, de s'exprimer dans un art, oui. Voilà. Quel qu'il soit. Après votre bac, vous l'avez dit, vous obtenez une maîtrise d'histoire de l'art, mais vous allez choisir la comédie. Vous partez aux États-Unis pour suivre des cours d'art dramatique. Je crois savoir à l'Institut Lee Strasberg à New York. À Los Angeles. À Los Angeles. J'ai regardé sur Internet, ça disait New York, mais c'était Los Angeles à cette époque-là. Vous vous inscrivez comme auditrice libre à l'Actors Studio. Et puis de retour en France, vous allez parfaire votre formation avec notamment Raymond Acquaviva. J'imagine que vous faites aussi le choix de ce métier en vous donnant tous les moyens de le connaître, de le maîtriser. Et peut-être comme votre livre décrit les Sarah, est-ce que vous êtes une fonceuse qui mettait tout en œuvre pour réussir? Ah ben non, justement, je dis que j'essaye de m'inspirer de mon personnage qui... Oui, la Sarah dans la pièce, elle est beaucoup plus fonceuse que moi et beaucoup plus audacieuse. Non, j'ai pas. Enfin, je veux dire, pour résumer, je peux être mon pire ennemi. Donc, j'ai travaillé, j'ai appris, mais jouer la comédie, c'est pas ça. Je ne sais pas si ça s'apprend complètement. Ça se fait, ça se pratique. Et c'est avec le temps qu'on joue de mieux en mieux, je pense. Et bien justement, vous allez démarrer votre carrière il y a 20 ans, 2004 notamment, pour être précise, dans le téléfilm Julie, Chevalier de Maupin, de la réalisatrice Charlotte Brandstrom, qui vous offre votre premier rôle. Je suis très attachée à la première fois, et cela m'amène forcément à vous demander quel souvenir vous gardez-vous de ce premier pas, de cette première fois? Très joyeux, très 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 joyeux. C'était un tournage merveilleux. D'abord, c'était long parce que on tournait 2 épisodes. C'était les premières mini-séries, comme on appelait ça. Et on a tourné au Portugal, dans des lieux merveilleux, et en France, autour du Mans. Et l'équipe de tournage était... J'en garde un souvenir, mais merveilleux. Alors évidemment, après, on s'est perdu de vue, malheureusement, mais c'était formidable. L'année suivante, vous faites vos débuts au cinéma dans Mon petit doigt m'a dit de Pascal Thomas et sur les planches aussi, dans la pièce Pieds nus dans le parc de Neil Simon avec Olivier Sitruk et mise en scène par Steve Fissa qu'on embrasse, La mégère apprivoisée de William Shakespeare par Frédéric Lazzarini et puis La veuve rusée de Goldoni. Et je crois que cette pièce, vous la jouerez bientôt de nouveau, si je dis pas de bêtises. C'est les dernières dates de tournée là, à Pau la semaine prochaine, le 9 et 10 juin. Le 9 et 10 juin à Pau. Vous serez notamment aux côtés de Pierre Rochefort, avec qui vous jouez dans cette nouvelle pièce qu'on va détailler dans un instant. Mais Sarah Biasini, j'aurais adoré, moi, vous voir dans une pièce que vous avez déjà jouée, qui est Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, parce qu'à mon sens, c'est un des plus beaux textes de tous les temps. Et je pense que sur scène, en solo, vous brillez. C'est un sentiment assez personnel. Est-ce que vous avez aimé déjà jouer ce texte-là qui est incroyable? Oui. D'ailleurs, j'aimerais comme toutes les pièces souvent. Enfin, j'aimerais bien le refaire parce que j'ai mûri. Et quand on mûrit, on travaille mieux. Oui, c'était très beau. C'était très dur parce que la première chose qu'elle dit, cette jeune fille. Enfin, en tout cas, dans l'adaptation qui en avait été faite de Christophe Lidon, sa première réplique, c'est « Mon enfant est mort hier », donc ça vous met dans le ton. Et, mais c'était une expérience très, très forte, oui. Avant de parler de la pièce L'Amant, vous cumulez, je crois, près d'une trentaine de pièces de théâtre, avec quelques rôles à l'écran de temps en temps. Est-ce que vous avez un rôle rêvé ? Là, récemment, on me pose beaucoup la question, alors je dis... non, mais je dis Bérénice parce que la pièce est merveilleuse et parce que la langue de Racine est très très belle. Et c'est vrai que c'est-à-dire que Bérénice est tiraillée entre 2 hommes. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en a un qu'elle ne regarde pas et qu'il aime, Antiochus, et l'autre qu'elle adore et qui la congédie. Donc c'est des thèmes, je trouve qu'on peut toujours trouver ça de nos jours, quoi. Un amour qu'on a déçu et un amour qu'on ne retrouvera plus. Voilà.
Mais il y en a sans doute d'autres, des rôles. Il y en a plein, des rôles intéressants. Celui qui vous vient en tête, en tout cas maintenant, Sarah Biasini, vous venez nous voir pour la pièce L'Amant d'Harold Pinter, jouée avec Pierre Rochefort et Hugo Jazianski dans une mise en scène de Thierry Harcourt pour 25 dates exceptionnelles. Depuis le 29 mai, c'est au Théâtre de Paris, à la salle Réjeanne jusqu'au 4 juillet. Vous nous contez l'histoire de Sarah et de Richard, mariés depuis 10 ans, qui forment un couple d'apparence ordinaire. Mais derrière cette façade, leur relation questionne, marquée par une étrange complicité autour d'une liaison extra-conjugale consentie. C'est toujours difficile de démarrer comme ça parce que on a envie de dire la suite et on a envie de garder le mystère. Mais en tout cas, on va garder le mystère un tout petit moment, si vous voulez bien, parce que ce couple, il est mis à l'épreuve entre le désir, l'amour, la frustration. Et tout vient se bousculer quand la curiosité et la jalousie de Richard vont se heurter à la liberté de Sarah. Ça commence clairement quand votre mari vous demande si vous pensez à lui quand vous êtes avec votre amant, à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Quand tu es dans notre maison avec un autre, et pour le rassurer, vous répondez de façon assurée « mais c'est toi que j'aime ». Oui, c'est vrai. C'est lui que j'aime. C'est une... sans vouloir dévoiler la suite tout de suite, peut-être que certaines personnes ont vécu ce genre d'histoire, l'infidélité dans la réalité, dans la vie, et que cette phrase leur parle au moment où ils apprennent ou alors où ils savent déjà qu'il y a cette épée qui Damoclès, entre guillemets, avec cette tierce personne dans le couple. Est-ce que vous pensez, avant de parler de la suite, qu'on peut aimer deux personnes en même temps ? Je ne sais pas. Franchement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas. Ça me semble compliqué. C'est-à-dire qu'on peut pas les aimer de la même façon, forcément. Franchement, j'en ai aucune idée. Je trouve ça très, très compliqué comme question. Richard finit par avouer assez facilement que lui aussi, il a une aventure. Oui. Il dit cette phrase « Je suis très lié avec une putain ». Ce qui est très différent d'une maîtresse pour lui. En général, les hommes infidèles n'aiment pas beaucoup ce mot, je crois. Et vous cherchez à comprendre, vous, ce qu'il aime chez elle. Et il vous répond qu'elle n'a aucune de ces qualités-là. Et on va peut-être dévoiler la suite, parce que finalement, cette maîtresse et cet amant sont peut-être la seule et même personne. Oui, c'est un couple qui joue à jouer. Qui ont inventé cette mise en scène dans la mise en scène. C'est-à-dire que je pense qu'un jour... alors, on ne sait pas qui a commencé, mais en tout cas, le Sarah ou Richard, un jour, a dit à l'autre « J'aimerais bien m'habiller comme ci, j'aimerais bien que tu sois habillée comme ça, et j'aimerais bien qu'on se raconte une autre histoire. » Et à partir de là, à partir de là, on sent que ce jeu, cette mise en scène existe depuis longtemps, qu'elle revient régulièrement. Mais comme Harold Pinter est un grand auteur, prix Nobel de littérature, évidemment, quand on assiste à la pièce, quand les spectateurs viennent voir la pièce, il va se passer quelque chose, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de pièce. Donc voilà, le mari en a un peu marre. C'est ça. Et puis on sent que aussi, chacun va essayer de rendre l'autre un peu responsable de ce choix, comme s'il était réel, comme s'il y avait une réelle infidélité, c'est mon sentiment, comme une réelle trahison finalement, parce que le mari en a peut-être marre de jouer quand elle s'accroche à cette vie parallèle, cette vie finalement qui fait peut-être aussi durer le couple pour elle et moins pour lui, pensez-vous ? Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est aussi des gens qui jouent à être jaloux. Enfin, ils éprouvent leur jalousie, ils éprouvent leur ego, leur confiance en eux, en l'autre. Et c'est un jeu qui peut être un petit peu dangereux, même si elle ne voit pas où est le problème. C'est-à-dire que je pense que ce que Pinter a voulu raconter, c'est que les femmes sont tout à fait capables d'être femmes au foyer, épouses, meilleures amies, amantes, maîtresses, putains, mères. Bon là, en l'occurrence, c'est un couple qui n'a pas d'enfants, mais
elles assument tous les rôles et elles passent de l'un à l'autre avec une très grande facilité. Ce qui est moins commode pour l'homme. Enfin, en tout cas, c'est ce que Pinter, semble-t-il, a voulu raconter. Et oui, c'est-à-dire que oui, le mari serait jaloux des désirs de sa femme, de ses fantasmes. C'est-à-dire que il se dit forcément, si elle a besoin de ces mises en scène, de ces jeux, si elle a besoin de me voir habillée autrement, ou si elle a besoin de me baptiser avec un autre prénom, c'est que je ne lui suffis pas. Donc il est fragilisé dans son ego. Et en même temps, je veux dire, c'est pas vrai. Je pense qu'elle l'aime entier, elle aime tout chez lui. On peut pas, en tout cas, on va pas me faire croire qu'on est une seule et même personne tout le temps, toute la journée. On joue tous à jouer. Vous, là, vous êtes en train de jouer un rôle. Moi, je joue un rôle en vous répondant. À quel moment on est soi-même aussi? Je pense qu'on est soi-même quand on est seul, vraiment. Quand il y a personne, quand on est seul, à un moment où on est seul. À partir du moment où il y a quelqu'un en face de nous, même si c'est notre époux, notre mari, notre femme, notre meilleur ami, on joue un rôle, on se contient, on veut se présenter de telle manière, on cache des choses, voilà. Il y a cette phrase, alors pourquoi chercher ailleurs ? Et cette phrase, c'est vrai qu'elle questionne dans cette histoire-là, parce que finalement, elle l'aime comme il est, mais elle l'aime aussi pour toutes les facettes. Ces facettes qui lui font peut-être mal aussi à lui, c'est ce qu'on vient de se dire. On va écouter la bande-annonce. Ton maman vient aujourd'hui ? Tu étais chez ta maîtresse ? Intuitive. Oui. Toi-même t'es allé chercher ailleurs, pourquoi n'en ferais-je pas autant ? Qui a cherché le premier ? Toi. Je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Alors, qui ? Tu ne rentreras pas trop tôt aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je suis, disons, très lié avec une putain. Tu n'es pas du tout jaloux ? Pas le moins du monde. Parce que je trouve que tout est merveilleusement équilibré, Richard. Vous ne voulez pas de crème ? Madame Owen m'en a pris 3 pots. Je veux suivre ton exemple. Ah, tu veux suivre mon exemple, je veux suivre ton exemple. Je me demande à un moment donné si ça résonne, parce qu'avant de découvrir évidemment qu'il s'agit de la seule et même personne, on se demande s'il n'y a pas comme une revanche sur une infidélité potentielle, d'où cette question qu'il lui pose. Sarah lui demande à son tour s'il pense à elle quand il est avec elle. Il se demande pourquoi toutes ces questions. Jusqu'ici, tu ne m'avais rien demandé. Ce sont les questions qu'il ne faut jamais poser, ou plutôt il ne faut jamais poser de questions quand il y a une tierce personne. C'est ce que je me suis demandé en regardant cette pièce. Oui, c'est ça. Et après, encore une fois, nous, en travaillant le texte, on n'arrêtait pas de se demander, mais à quel moment il joue, à quel moment il s'arrête de jouer. Peut-être, encore une fois, moi, je pense aussi que il joue, effectivement, il joue à la crise de couple, quoi. Il joue à s'engueuler aussi. Moi, j'y crois beaucoup à cette théorie-là. Il joue à s'engueuler justement pour dire, bon, alors on va s'engueuler pour de faux, comme ça nous évitera de nous engueuler pour de vrai. On va se tromper pour de faux, comme ça on restera fidèle pour de vrai. Est-ce que c'est un rôle difficile, Sarah Biasini ? Non, c'est un rôle passionnant. Enfin, c'est un rôle difficile, c'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est de rendre la pièce lisible pour les spectateurs. Et c'est d'en tirer tout le suc comique, c'est de faire réfléchir les spectateurs, de les faire participer au maximum. C'est ça qui est difficile. Et de coller à la situation que propose Pinter tout au long de la pièce. Mais en dehors de ça, et pour toutes ces raisons-là, c'est le rôle le plus intéressant que j'ai eu à faire. Le rôle qui est le plus intéressant jusqu'à maintenant que vous avez eu, vous diriez que c'est celui-ci ? Oui. Est-ce qu'il agite beaucoup de choses en vous ? C'est ce que je me suis demandé, parce que quand on lit votre livre « Jouer l'amant », on peut que se poser la question. D'ailleurs, j'imagine que c'est parce que ce rôle a fait bouger beaucoup de choses aussi que vous avez écrit ce livre. C'est à vous de me le dire, mais... Oui, mais je me suis aussi amusée à profiter du fait que je joue un personnage qui porte mon prénom. Ça faisait une ouverture romanesque assez opportune, quoi. Je pouvais pas ne pas saisir l'occasion de faire transpirer l'un et l'autre, et la fiction et la réalité sur l'autre. Donc, en tout cas,
Si ça a fait bousculer des choses, en tout cas, ça m'a donné très très envie de défendre ce personnage, parce qu'elle est attaquée dans la pièce, elle est attaquée par son mari, elle est bousculée dans ses désirs, son mari lui refuse ses fantasmes, en a marre de son inventivité, de son imagination, et je trouve qu'elle doit se défendre. Mais voilà. est-ce que quelque part, il n'a pas le beau rôle parce qu'il a quand même accepté ce jeu-là et on a la sensation que c'est presque elle la coupable d'avoir mis ce jeu en place. Comme toujours. Non, mais c'est-à-dire qu'il a le beau rôle. Non, mais en plus, c'est pas ça. C'est qu'il profite aussi d'avoir. Il a aussi. Il a Sarah, donc le personnage, comme épouse, comme femme au foyer, comme putain, comme maîtresse. Enfin, il la voit aussi. Il profite d'elle. Voilà, avec d'elle sous d'autres facettes, comme elle profite de lui et de toutes les facettes que lui a à offrir. Donc, oui, on va dire, en tout cas, quand la pièce démarre, on a effectivement la sensation qu'elle veut continuer à jouer et lui, non. C'est remarquablement écrit par Pinter avec des dialogues ciselés qui explorent les paradoxes du mariage, la complexité du désir. Vous dites qu'il n'y a pas de gras chez Pinter, c'est bien vrai, rien ne dépasse, la mise en scène est formidable, les jeux de danse sur un tambour pour créer l'envie, danser le désir, créer le couple, créer l'amour, peut-être tout court aussi sur scène. L'aspect scénique n'est pas surexploité à mon sens, ni sous-exploité, c'est délicat, c'est intelligent. J'ai trouvé que c'était superbement joué par vous et Pierre Rochefort, vous l'écrivez. C'est un rôle qui est en effet passionnant, mais qui en effet peut être très difficile à retranscrire, et en tout cas on sent que vous avez vraiment le ton juste. Sarah Biasini, je sais que en plus Jean Rochefort l'avait joué à la création, donc ça doit être d'autant plus éprouvant pour Pierre Rochefort de reprendre ce rôle, c'est aussi un challenge. Voilà, j'ai trouvé que les silences étaient très puissants, que la mise en scène était formidable, et vous écrivez dans votre livre, bien que vous ayez, alors vous parlez de la Sarah, alors je ne sais pas si c'est la description du prénom de Sarah, la Sarah sur scène ou vous, parce qu'on mélange entre le réel et l'irréel, une prestance, une présence, une autorité naturelle. Et je voulais savoir si pour autant, en sachant que vous vous considérez un peu comme besogneuse dans le doute constant, ce rôle est venu rassurer quelque chose en vous, maintenant que vous l'avez joué depuis un petit moment quand même. Peut-être. En tout cas, on va dire que moi, je peux donner des choses de moi au personnage et le personnage va m'en donner aussi. Oui, je pense qu'elle me donne de l'audace, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Restez avec nous, on continue cette émission avec Sarah Biasini pour la pièce L'Amant d'Harold Pinter, mise en scène Thierry Harcourt au Théâtre de Paris. C'est jusqu'au 4 juillet du mardi au samedi à 19h. Et pour son ouvrage Jouer l'Amant, édition Stock. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Steve Nadjar. Israël accuse le Hezbollah après la mort d'un casque bleu ce matin au Liban. Le militaire de nationalité serbe a succombé à ses blessures après des tirs d'obus de mortier sur sa position hier soir près de Marjeloun dans le sud-est du Liban. 2 autres soldats de l'ONU ont également été blessés. Une enquête a été ouverte. Des affrontements qui interviennent après l'annonce de la mise en place la nuit dernière d'un cessez-le-feu conditionnel entre Israël et le Hezbollah. Mais selon le ministre israélien de la Défense Israël Katz, cette déclaration de principe signée avec le gouvernement libanais prévoit la poursuite des opérations militaires de l'État hébreu. À ce stade, Tsahal va donc continuer ses tirs sur le terrain et se maintenir dans la zone de sécurité frontalière. Israël
Katz insiste, l'accord garantit à Israël la liberté d'action avec l'aval des États-Unis pour frapper la capitale libanaise si le territoire israélien était visé. Tzahal qui poursuit ses opérations au sud-Liban contre les cibles du Hezbollah. Des frappes ont été ainsi menées depuis ce matin près de Tyr et dans la plaine de la Beka dans le sud-Liban. L'armée israélienne annonce également avoir éliminé 2 terroristes dans le secteur du mont Beaufort. Un peu plus tôt dans la journée, Tzahal indiquait avoir identifié une cible aérienne suspecte qui a déclenché les sirènes dans la localité de Kfar Yuval au nord du pays. On passe à l'Iran avec ces déclarations du président américain Donald Trump qui affirme que les discussions avec Téhéran pourraient aboutir dès ce week-end et se passent même très bien. Côté iranien, on indique au contraire qu'aucun progrès tangible n'est à noter. Déclaration hier soir du ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi. Puis Mojtaba Khamenei, le guide suprême de l'Iran, affirme dans une déclaration écrite par un religieux que l'ennemi subit une humiliation profonde et significative sur le terrain, comme dans la rue. Selon lui, après avoir été vaincu sur le champ de bataille, l'adversaire chercherait désormais à affaiblir la résilience du peuple iranien. Et puis on termine avec l'actualité de la présidentielle. À gauche, Olivier Faure propose une primaire en 2 temps. Le premier secrétaire du PS souhaite qu'une première primaire ouverte aux adhérents du PS et de place publique permette de désigner un candidat qui participera ensuite à la primaire de la gauche. Et merci beaucoup Steve Nadjar. Tout de suite une courte pub et puis on revient avec notre invité sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour en direct sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de nous rejoindre jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Sarah Biasini, pour la pièce L'Amant, texte de Harold Pinter dans une mise en scène de Thierry Harcourt. C'est au Théâtre de Paris, mais aussi pour son ouvrage Jouer l'Amant aux éditions Stock. On en parle dans un instant, mais d'abord c'est une pièce qui peut-être bouleverse votre public, qui pousse votre public dans ses retranchements de leur vie sentimentale. Je voulais savoir si le public vient vous parler après ou peut-être vous écrit sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'il vous dit ? Je suis pas sur les réseaux, alors je ne sais pas. Pour l'instant, ils sont pas venus nous. On les voit parce que dans le quartier, si on va dîner ou boire un verre après, ils sont là, donc ils nous félicitent. Pour ceux qui ont aimé. Non, pour l'instant, on ne s'est pas lancé dans des débats ou dans des discussions. Donc vous ne savez pas vraiment comment ça rebondit dans le cœur de vos spectateurs ? Non, j'imagine. Vous n'avez pas envie de savoir ? C'est leur intimité. Je ne vais pas les questionner. Après, j'ai envie de vous dire que c'est délicat parce que tout dépend comment la pièce rebondit. Si on n'entend que le côté infidélité réelle, ce qu'on peut aussi... Mais il n'y en a pas surtout. Oui, il n'y en a pas bien évidemment, mais chaque téléspectateur peut le lire à sa façon. Je me demande si vraiment on vous dira la vérité. Oh oui, mais puis on va pas se lancer là-dedans, dans ce genre de discussion avec les spectateurs. On est là aussi pour les divertir, pour les alléger, s'ils ont des soucis à ce niveau-là, pour leur donner des idées, voilà. Donc une façon de réinventer et relancer le couple peut-être aussi. Pourquoi pas. Sarah Biasini, après un premier roman sorti il y a 5 ans, La beauté du ciel, vous partagiez le vertige d'être devenue mère, de votre enfance et de vos souvenirs. Aujourd'hui, vous publiez ce livre, Jouer l'Amant, aux éditions Stock, qu'on a évoqué en première partie d'émission. Vous parlez des coulisses de cette pièce de théâtre, de votre vie aussi, où se mélangent un petit peu les deux. Vous racontez la première de l'Amant au Festival d'Avignon. Vous racontez comment vous allez jouer cette pièce avec vos notes, comment elle est arrivée entre vos mains et surtout vos notes de travail aussi. C'était important pour vous d'écrire cela et aussi de mettre en lumière, en perspective, peut-être la vraie vie en parallèle, ce qui s'est joué pendant ce temps-là. Non, il y avait la nécessité simple d'écrire une bonne histoire, voilà. Et en fait, ça faisait un moment que je me rendais compte à quel point, quand on est sur scène, on pense à ce qu'on doit faire, à ce qu'on doit jouer, on pense à ses partenaires.
On se construit aussi les pensées intérieures du personnage qu'on a interprété. Et je trouvais ça très intéressant avec une pièce comme L'amant de Pinter, parce que Pinter laisse une place énorme au silence, et les silences sont à respecter chez lui, et on a vraiment essayé de tous les respecter. Et donc à l'intérieur de ces silences, il y a beaucoup de réflexion. Et je trouvais ça amusant vraiment de remplir ces silences et de les raconter, de raconter ce qui se passe dans sa tête à elle pendant qu'elle écoute son mari se lamenter. Et puis effectivement, bon, j'ai un partenaire sur scène, j'ai un mari sur scène, mais peut-être, et je pense aussi aux spectateurs pendant que je joue, mais je pense aux hommes en général. Vous dites Sarah veut rester mariée, quoi qu'il en coûtera à son Richard de mari. Vous écrivez « Je voudrais qu'on me laisse partir sans m'en vouloir à ce point si longtemps ». Oui, il y a des ruptures difficiles, oui. On sent que vous avez quitté Sarah Biasini. Vous l'écrivez noir sur blanc et vous dites « J'ai souvent le réflexe de m'en vouloir, puis un jour on est fatigué de se rabaisser ». Oui, c'est vrai. Mais il y avait aussi un intérêt aussi à si vous voulez, je raconte la pièce, donc je raconte un couple sur scène qui va plutôt bien. Donc je voulais aussi raconter des couples qui vont mal ou qui n'ont pas survécu. Il y a un couple sur scène qui marche à peu près. On espère que ça va durer. Et puis, il y a des couples dans la réalité qui ne marchent pas. J'avais aussi une volonté en tant que comédienne, c'est de faire marcher ce couple sur scène. Voilà. Est-ce que vous diriez que ce qui vous lie à ce personnage, c'est peut-être une forme de liberté ? Oui, complètement. Oui, de liberté, encore une fois d'audace, mais aussi de franchise, de courage, de force. Moi, je n'ai que des qualités à lui attribuer à ce personnage, forcément. On a parlé de couple. Justement, on a très envie de vous faire découvrir un livre sur un couple. Radio J. Bonjour Annabelle Chakmes. Bonjour Cyrielle, bonjour Sarah. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez littérature avec un ouvrage. Tout à fait. Aimer suppose une part d'abandon. On l'accepte au début sans totalement mesurer ce que cela signifie. Mais la question, la vraie, n'est pas celle du geste initial, non. Elle est celle de la limite. Jusqu'où ? On pourrait croire ces phrases tirées de votre pièce, chère Sarah, tant elles en sont l'écho. Mais il s'agit en réalité de mots débutant un chapitre du livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ce livre, c'est Un couple presque parfait de Florian Tardif aux éditions Albin Michel. Dans cet ouvrage, Florian Tardif offre une sorte de décryptage psychologique inédit du couple présidentiel français. L'auteur explique qu'il a écrit ce livre pour aider à comprendre comment cette relation a-t-elle pu orienter l'exercice du pouvoir. Il écrit, je cite, « Évoquer leur intimité n'est pas une intrusion. C'est une approche différente pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve la France. » En fait, en fait, à cette occasion émerge une forme de vérité dans les relations humaines, y compris au sommet de l'État. Et pour être honnête avec vous, cet ouvrage est absolument passionnant. C'est rare que je dévoile mon jeu si tôt dans ma chronique, mais je n'ai pas du tout honte de vous dire que je me suis laissée cueillir par ce livre avec le même plaisir un peu coupable qu'un voici chez le coiffeur. Qu'est-ce qui vous a semblé si passionnant, justement ? Tout ce que l'on sait déjà est dans cet ouvrage décortiqué. L'auteur apporte un éclairage nouveau qui fait que l'on s'accroche à l'histoire d'amour de Brigitte et Emmanuel Macron, un peu comme à des héros de séries Netflix, vous savez, car on se rend compte que leur histoire hors norme réunit finalement tous les ingrédients d'une bonne telenovelas. Leur différence d'âge, évidemment, un homme ambitieux, une femme brillante qui quitte tout pour l'homme qu'elle aime, dans l'entourage des gentils et des méchants, tout y est. Évidemment, on est saisi parce que l'accession au pouvoir peut avoir de vertigineux et d'éprouvant pour un couple. Mais au-delà de cela, ce livre soulève une question particulièrement fascinante. Quel effet a Brigitte sur les décisions du président ?
À la lecture de cet ouvrage, on imagine que l'influence de la première dame est concrète, surtout si l'on se réfère aux mots d'un ancien employé élyséen repris par l'auteur. Ascendant, non pas domination, encore moins emprise, plutôt influence. La sous-estimer serait ignorer combien cette présence discrète mais rassurante a pesé dans la construction de sa réussite. C'est un power couple. En conclusion, Annabelle. La lecture de cet ouvrage me donne clairement envie d'appuyer sur le bouton vitesse rapide vers l'avenir. Car j'ai hâte d'être au présidentiel de 2032. Brigitte Macron aura alors 79 ans et je suis extrêmement curieuse de voir alors jusqu'où lui ira pour elle. Pour clore cette chronique, j'aimerais vous citer quelques mots lus à la fin de cet ouvrage. Ces mots sont les suivants. Oscar Wilde songeait qu'aimer revenait à confier à quelqu'un le pouvoir de vous détruire, tout en lui faisant confiance pour ne pas le faire. Ce pouvoir, ils l'ont toujours eu et espèrent seulement qu'aujourd'hui, l'autre ne s'en servira pas. Waouh. Un couple presque parfait de Florian Tardif aux éditions Albin Michel. La question est en suspens, Tout à fait. Annabelle. Ça laisse entendre un peu ce qu'on a envie. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. L'introspection. Sarah Biasini, j'aimerais vous lire quelques répliques de cinéma pour recueillir un sentiment ou au mieux une anecdote, une émotion. Et celle-ci devrait vous plaire. Elle vient de Jean-Pierre Mariel dans Les Grands-Ducs, qui disait « Au théâtre, c'est sur ses silences qu'on juge un acteur ». C'est vrai. Il y a une autre phrase, évidemment, jouée par Philippe Noiret, qui jouait Alfredo dans Cinéma Paradiso. « La vie, ce n'est pas ce que tu vois dans les films. La vie, c'est plus difficile. » Oui, c'est vrai, aussi. L'homme qui écrit, c'est un homme qui se console. C'est vrai. Une phrase un peu, on va parler d'amour évidemment, c'est quand on est loin de la personne qu'on aime qu'on apprend beaucoup de choses sur soi. Oui, il faut savoir être seul aussi, oui, c'est bien. C'est difficile d'être... il faut pouvoir être seul, éloigné de l'autre. Une phrase, l'amour, c'est la rencontre de deux névroses. Oui, qui se sont soignés avant, espérons-le. Ouais, c'est ce qu'il faudrait, c'est ce que vous direz Christian Réchaume. On va y venir dans un instant. Sur le destin, c'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent on rencontre son destin. Oui, peut-être, c'est dans quoi ça ? Alors ça va vous faire rire et à chaque fois ça fait rire beaucoup. Kung Fu Panda. Ça m'étonne pas. À la recherche de Forrester à présent, on s'éloigne de nos rêves parce qu'on craint l'échec ou pire, la réussite. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'était totalement idiot, mais c'est assez vrai. C'est très bizarre. On se contente d'une vie sans bonheur parce qu'on a peur du changement. Oh oui, mais c'est une grosse bêtise, ça. Une autre phrase sur la résilience qui devrait vous parler, peut-être ou pas. Rocky Balboa disait « Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est d'encaisser sans jamais flancher. » C'est dans le premier, ça ? Je crois. Ah, c'est bien. Oui, bien sûr. Bah oui. Et puis, oui. Oui, c'est pas. Bon, il y a des coups qui font plus mal que d'autres. Il y en a qui sont pas si graves. Alice au Pays des Merveilles dit « Le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. » Ah oui, je suis d'accord. Est-ce que vous avez, vous, une philosophie de vie, une citation, un mantra qui vous accompagne, ou même mieux, un conseil qu'on vous a donné ? Le verre à moitié plein, vraiment, ça c'est sûr. Et puis, je vais piquer ça à quelqu'un qui en a fait, qui l'a mis en exergue quelque part, une citation de Voltaire, je crois, qui dit que je choisis le bonheur, c'est bon pour la santé, ou quelque chose comme ça. Vous dites le verre de lait, c'est ce que vous écrivez à moitié plein dans votre livre. Et puis il y a 2 phrases que j'ai pu retenir. Je suis vivante et honnête. Je trouvais que c'était une très jolie phrase. Et une autre, le temps passe vite, alors passe-le bien. Oui. Ben oui. Je crois que c'est des phrases que vous aimez beaucoup, Sarah. Oui. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio
Radio J. Ça va très bien se passer. Comme toujours à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. Ouh, c'est vrai, je vous ai travaillé au corps pour en savoir davantage sur vous. Oh, gentiment. Bonjour Christian Richomme. Bonjour Cyrielle, bonjour Sarah. Bonjour. Vous avez dit qu'on joue tous des rôles, alors on va se dévoiler. Maintenant, vous savez ce que je fais. Et vous savez que c'est votre moment. Alors, il y a cet enfant qui naît, qui est aimé, qui est protégé, mais qui vit des drames, qui vit des pertes. Et du coup, la cellule familiale se resserre. Avec un papa qui fait bloc autour de vous, à un âge où on est amoureuse de son papa en plus. Et qui vous apprend quelque chose qu'on voit encore dans cette émission. C'est apprendre à aimer. C'est un mot qui est très important, à s'aimer soi-même, à aimer les autres, ou à aimer tout simplement l'amour. Comme dans cette pièce où vous nous présentez une histoire de couple qui s'aime ou qui cherche à mieux s'aimer. Et puis, cette petite fille, elle est libre, elle est insouciante, elle est très attentive, très sensible. Et aujourd'hui, on dirait hypersensible, mais on va voir ce petit caractère encore dans la suite de ce portrait. Et on s'intéresse à l'art, parce que c'est une façon de communiquer. C'est une façon d'exprimer des émotions qu'on a à l'intérieur. Et je rebondis sur une phrase que vous avez dit. J'aurais peut-être aimé vouloir restaurer des tableaux. Et en fait, moi, ça a résonné à restaurer une histoire. Alors, ensuite, vous décidez de faire du théâtre. Et le théâtre, c'est peut-être une façon d'exprimer vos émotions, de jouer des rôles, de aussi penser et se consoler. Alors je vois en vous une femme très discrète. Une femme qui ne cherche pas forcément la lumière, mais qui préfère la profondeur. On le voit dans cette émission, on le voit dans votre posture. Vous préférez quelque chose de construit, quelque chose de puissant, à quelque chose de visible. Vous avez choisi le théâtre par rapport au cinéma. Vous avez choisi l'écriture par rapport à l'exposition. Et puis, on voit que vous êtes dans le ressenti des autres, dans l'écoute, mais avec une sorte de pudeur aussi. Une pudeur pour s'exprimer soi-même, qu'on le ressent encore, et une façon peut-être de se protéger, encore et encore. Mais une femme qui apprécie le silence aussi, on va y revenir, parce que le silence est une façon aussi de réfléchir pour vous et de composer. Alors il y a cette femme résiliente, cette femme qui avance, qui a franchi ses étapes et qui a décidé de se construire une identité, ce qui n'est pas chose facile. Mais une identité, non pas par la victimisation, mais par son propre souhait. Ça veut dire de remplacer la blessure par la création et de faire en sorte qu'on ne devienne pas son propre ennemi, comme vous nous l'avez indiqué. Alors, on voit que vous êtes une héritière libre, en fait. Une héritière qui n'est pas dans le mythe, mais qui a créé sa propre lumière. C'est exactement ce que vous nous avez dit lorsque je joue, ou c'est Cyrielle qui l'a dit, vous brillez de la lumière. Et puis, vous êtes une femme introspective. Une femme qui aime réfléchir, qui est dans la mémoire, qui est dans le temps, qui est dans l'absence, qui est dans la transmission. Vous êtes une femme qui est tournée vers un monde intérieur, plus que par la performance. Il y a ce thème de l'amour, qui peut être déçu, ou perdu. Et puis, savoir être seul. Ça veut dire laisser aussi les autres créer leur propre image, leur propre imaginaire, comme vous l'avez avec votre public, où vous avez même de la pudeur à savoir comment ils ressentent les choses ou comment ils apprécient les choses pour leur laisser leur propre liberté, une façon aussi de garder la vôtre. Alors sur Radio J, on a effectivement vu que vous étiez une femme sensible, une femme profonde. On dirait aussi une présence élégante. Et grâce au théâtre, vous nous avez présenté avec cette pièce que vous pouvez être toutes les femmes. Vous pouvez être, alors je ne vais pas les détailler, mais vous êtes toutes les femmes, et c'est aussi une façon pour vous de défendre les femmes. De défendre l'amour et de défendre toutes ces femmes. C'est-à-dire la femme amante, la femme mère, la femme toute seule,
et la femme pro, parce que vous êtes une femme qui joue. Et on n'échappe pas forcément à son histoire. Mais on peut la regarder en face. Et c'est ce que vous faites. On peut transformer l'absence en présence et continuer à aimer. Et continuer à aimer en regardant, bien sûr, le verre à moitié plein et en faisant en sorte de choisir le bonheur par rapport à la tristesse ou par rapport à la peur. Mais merci. Merci beaucoup Christian Richomme, notre Bravo. psychanalyse que l'on retrouve toutes les semaines sur l'antenne de Radio J. On espère que ça a été fidèle, en tout cas que ça a bien rebondi chez vous. Christian, auteur des 3 secrets des couples qui durent aux éditions Solar. Merci Christian. Merci à vous. À la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Sarah Biasini. Vous êtes venue nous voir pour la pièce L'Amant d'Harold Pinter dans une mise en scène de Thierry Harcourt au Théâtre de Paris et pour votre ouvrage Jouer l'Amant aux éditions Stock. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur cette antenne. On met une chanson que je crois que vous aimez plutôt pas mal. À la réalisation audio et vidéo cette semaine, Ethan Anoukayev et puis Cher Mimoun aujourd'hui. Je voulais dire aussi en finissant cette émission, merci beaucoup à Charlène Defort pour ces 2 mois d'aide à la préparation de cette émission. Charlène, je t'ai fait rentrer dans le studio parce que je te souhaite tout le meilleur. On va ouvrir ton micro, on va se retrouver en fin de saison pour la spéciale Best-of. J'espère que tu seras parmi nous pour nous donner tes meilleurs moments de l'année où tu as participé, évidemment, en travaillant avec moi à la documentation de cette émission. Je voulais te laisser le micro pour dire un mot, dire ce que tu as envie de dire et à nos auditeurs et à nos équipes. Alors déjà, j'espère que je serai pas trop rouge à l'écran. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir fait ces 2 mois ici. C'était vraiment trop bien. Je me suis entendue avec tout le monde, tout était super. Autant le travail que juste l'entente avec tout le monde. Je suis très très contente. J'ai appris plein de choses. Que dire de plus Non, je suis vraiment très 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 heureuse. Très 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 heureuse. On te souhaite le meilleur pour la Merci suite. beaucoup. On espère te retrouver sur l'antenne de Radio J, peut-être à l'antenne ou derrière. On verra ce qu'on fait et si tu veux rester parmi nous, revenir évidemment. En tout cas, un stage, évidemment, c'est avec grand plaisir qu'on te Avec recevra. plaisir aussi. Merci beaucoup d'avoir aidé à cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et sur cette antenne cette semaine. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec Harry Roselmack pour le livre L'amour malgré la peur. Grand sujet ces dernières semaines chez Guy Trédaniel. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Dans un instant, ce sera le journal sur Radio J.